Connectez-vous, mettez les cœurs, partagez le live. Connectez-vous, mettez les cœurs, partagez le live. Me voilà, me voici. Chers compatriotes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse le temps de vous connecter 2 secondes pendant que je vérifie le dernier travail, l'original et la copie. Connectez-vous, s'il vous plaît. Et dites-moi en commentaire si vous me recevez très bien. Ok. Donne-moi un stylo. J'en ai un. S'il faut mettre le contact, il y en a déjà. Pas besoin. Quel terrain? Oui, mais il faut mettre ça à part. Ils passeront demain. Et ça, il faut mettre ça à part pour signature demain matin. Excusez-moi 2 secondes. Nous, on n'a pas fini la journée de travail, voyez-vous. Demain, c'est férié, donc même si moi, je suis obligée de travailler. Ah là là, chers compatriotes, bonjour. Dites-moi en commentaire si vous me recevez bien. Vous pouvez refermer cette porte, s'il vous plaît. Dites-moi en commentaire si vous me recevez bien. Alors, le Bénin nous répond. Bonsoir tout le monde, bonsoir chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Ici, Maître Marlène Fabienne Issola et Fontaine. Alors, je vais m'adresser à vous aujourd'hui parce que vous avez sans doute remarqué que j'ai fait quelques partages avec des petits commentaires à ma signature. Et je vois que ça excède les uns et les autres. Je vois que ça en enrogne bien d'entre vous. Vous allez vraiment beaucoup m'excuser. Et c'est pour cela que j'ai dit je me retire de la politique. Vous savez, mon expression, elle est libre. Je ne cherche à plaire qui que ce soit. Je ne cherche à plaire à qui que ce soit. Vraiment. Donc, je ne vais pas avoir un discours qui va aller dans le sens de ce que la majorité pense, parce que c'est ce que la majorité pense. Ceux qui me connaissent vraiment, j'ai toujours pris le risque de poser ma voix, de dire ce que je pense, quand je sais que c'est justifié, c'est juste, c'est raisonnable, c'est de raison. Peu importe que la majorité pense exactement l'extrême contraire de ce que moi je dis. Je ne suis pas dans une quelconque opération de séduction. Donc, si vous voulez me détester au titre de ma position, au titre de mon expression, allez-y, faites-le. Mais je dors en paix. Je dors en paix d'abord parce que je sais que je ne me permets pas une expression exagérée que je n'ai mesurée et qui ne soit de raison. Je ne dis pas que de droit, je dis de raison. Ce que voudrait que l'on admette dans la logique la plus banale, la logique la plus simple. Je ne suis pas, chers compatriotes, un être d'anarchie. Je suis né dans une famille, dans un mariage, dans un cadre où il y avait des règles. Mon père était polygame, 3 épouses, et nous avons tous vécu ensemble, chacun sachant quelle est sa place. Les épouses, les enfants, ce n'était pas la cour du roi Pito, où n'importe qui peut se lever pour parler au nom de mon père,
pour parler au nom de l'une de mes 3 mamans, jamais, ce n'était pas possible. Et comme on organise une famille, je pense que c'est aussi, en tout cas, c'est le format en miniature de l'organisation d'une société. On ne peut pas dire que l'on veut faire l'État, l'État de droit, donne-lui la clé pour qu'il ferme. Donc, on ne peut pas dire que l'on fait l'État de droit et accepter des comportements absolument anarchistes, des comportements absolument illégaux, des comportements qui renferment de la qualification d'infraction. Les comportements, si l'on est dans un état de droit, eh bien, on ne peut pas reprendre sa caméra pour venir, bien évidemment, exprimer sa fierté de l'acte commis. On a tronqué tout dans ce pays. Il n'y a plus de valeur du tout. Il n'y a absolument plus de valeur. Regardez un peu cette actualité qui m'interpelle et qui m'amène à la conclusion que j'ai eu raison de prendre du recul et de me retirer de l'environnement politique actuellement. Regardez-vous. Hier, on attrape Monsieur le roi béni. Tous ceux qui ont une voix qui porte, c'est-à-dire tous ceux qui, parce qu'influenceurs, parce qu'humoristes, qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont des discours à base de oui, c'est quelqu'un de bien, mais attendez. Que l'on se permette des analyses un peu à la complotiste qui voudrait que l'on s'établisse un fait qui est que bon, c'est un règlement de compte entre gens du système. Mais quand on vous expose que quelqu'un a été à la tête d'une organisation criminelle, mais tu as les gens, les citoyens gabonais qui se lèvent pour dire « Ah bah, c'est pas si mal que ça, c'est quelqu'un de bien au fond. » Mais ce n'est pas la question. On n'est pas quelqu'un de bien quand on est criminel. À quel niveau avez-vous fixé les valeurs au Gabon? Quelles sont les valeurs qu'au Gabon on défend? L'argent. Dès que quelqu'un a l'argent, on s'en fiche royalement de l'origine de cet argent. Que ce soit l'argent, fruit ou produit de meurtre, d'assassinat, tant que cet argent a été utilisé pour m'aider à payer un billet d'avion, pour m'aider à sortir mon clip, pour m'aider à acheter un véhicule, pour m'aider à acheter... La personne devient Dieu. Et tous ces crimes sont pardonnés. Donc la seule valeur qui vaille dans ce pays est devenue finalement cet argent. On n'a plus de valeur. On ne sait plus blâmer le mal. C'est toi qui tentes même de blâmer le mal qui devient le problème. Regardez les influenceurs qui tous vont avoir un discours de oui, solidarité au roi béni, mais mon Dieu, vous devriez vous cacher. Même si vous êtes ses amis, le meilleur service, si on avait été dans un état de droit, il n'y a qu'au Gabon où on voit qu'on arrête un criminel et tout de suite, on a des masses de solidarité à son endroit. Pourquoi? Parce que la personne nous a rendu des services. On a des gens qui viennent avouer être des receleurs de l'argent de ces braquages, de ces vols, de ces trafics. Et c'est cela la société gabonaise aujourd'hui. Excusez ma vie. Moi, j'ai grandi dans un cadre d'énormément de valeurs. J'ai eu des valeurs absolument traditionnalistes chez les Nganga, à Mindik, au quartier, à la maison, au village. J'ai eu une éducation absolument, parallèlement, ancrée dans l'éducation catholique, la vraie, celle de l'époque. C'est-à-dire où l'on t'enseignait les commandements de la vie, les commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne voleras point. Mais il faut voir, oh non, le roi béni aimait tellement Dieu. C'est un croyant. Mais que faites-vous des commandements de Dieu? Que faites-vous des commandements de l'Église? Que faites-vous des commandements? J'ai appris à l'Église. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Tu ne désireras point la femme de l'autre.
Mais tout ceci aujourd'hui est devenu des valeurs. Quelqu'un vous dit, il a volé. Moi-même, je crois en la présomption d'innocence. Mais ce sont les services judiciaires qui établissent sa culpabilité. On dit, on l'a pris, la met dans le sac. Vous venez dire, oh non, c'est quelqu'un de bien, il aime Dieu. Voilà l'image du Gabon aujourd'hui. Voilà où sont devenues nos valeurs. Ce que sont devenues nos valeurs. C'est-à-dire que le mal est devenu la règle, l'admirable, l'admiratif. Et excusez-moi, je ne fais aucune opposition dans ce que je suis en train de dire. Aucune opposition. Hier, je vous ai dit que je combattais cette constitution. Je vous l'ai dit hier. Je vous l'ai dit hier. Quand je parle de hier, c'est il y a quelques mois. Je vous ai montré les articles avec lesquels je n'étais pas d'accord. Et j'avais dit même à la télévision que quand on dit dans la Constitution que le peuple gabonais, porté par l'esprit du 30 août, n'est pas une bonne chose. Parce que le 30 août, c'était un coup d'État. Et un coup d'État est un crime. Un coup d'État est une transgression de l'ordre public, de l'ordre établi. C'est un crime de très haute trahison. Donc, brandir ça dans notre constitution, que nous sommes, nous, peuple gabonais, portés par l'esprit du 30 août, cela veut dire que nous sommes portés par l'esprit de la transgression, nous sommes portés par l'esprit du chaos, du non-droit, par l'esprit des coups d'État. J'ai dit que ce n'était pas correct de mettre cela dans une constitution. Vous avez entendu hier le Conseil des ministres qui, pour libérer Kelly, exonère de toute responsabilité les acteurs civils et militaires de tous les événements allant du 29 au 4 septembre. Chers compatriotes, on nous vend la libération de Kelly sous condition que nous passions inaperçus ce que nous dénoncions déjà, que nous ne savons pas ce qui s'est passé le 29, le 28, le 29, le 1er, le 2, le 3, le 4, pour qu'on dise que tous les événements, tout ce qui s'est passé pendant cette période soit inconsidéré. Qu'on ait tué les gens, on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Peut-être les gens sont morts. Peut-être les gens sont morts, on n'en sait rien. Personne ne peut avoir la prétention de connaître tous les Gabonais. Vous ne connaissez pas les Gabonais qui travaillaient à la présidence. Vous ne connaissez pas les Gabonais qui travaillaient dans certains services secrets. Vous ne connaissez pas les Gabonais ou les gens qui étaient à la sécurité rapprochée de Sylvia Bongo ou d'Ali. Vous ne savez rien. Mais on nous dit que toutes ces personnes ne peuvent pas être poursuivables, sont amnistiées. Et pour passer ça comme une lettre à la poste, on va mettre à côté Kelly Ondo. On va mettre à côté ces hommes. Comme cela, nous, peuples, qui attendons la libération de Kelly par souci de justice et d'équité. Puisque si un putschiste a pu devenir président de la République, celui qui a tenté le putsch ne peut pas être condamné à la prison. C'est une question de justice sociale. C'est une question de justice, point. Et cela constitue un tort à la société gabonaise de laisser Kelly dans cet état. Et voilà comment le président de la République décide de libérer Kelly à condition que cela s'applique à tous ceux qui ont fait le coup d'État, tous ceux qui ont participé au coup d'État. On nous dit sauf le crime économique. Bon, ok, le crime économique, c'est quoi? Donc, ça veut dire que on écrit noir sur blanc. L'atteinte à la sûreté nationale et internationale du pays, ça passe. On ne dit rien, on ne fait rien, on applaudit, c'est parfait. Non, chers compatriotes, excusez-moi d'avoir encore la capacité de réfléchir. C'est pour cela que je ne veux pas rentrer dans le gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Parce que dès que je rentre dans le gouvernement là, ce que je fais là, je ne pourrai plus faire ça. Parce que moi, je suis une légaliste. Parce que je respecte les règles. Parce que je respecte les codes. Activiste à mes heures perdues sur les réseaux sociaux, plus jamais vous ne me verrez faire. Venir parler des faits de société, jamais vous ne m'entendrez. Parce que quand tu prends une charge
de cette nature. Ta vie ne t'appartient plus. Tes opinions à toi ne t'appartiennent plus. C'est pour cela que je demande qu'il faut qu'on revienne on arrive à la 6e République. Je le demande. Pour que l'on revienne avec une équipe gouvernementale distincte du chef de l'État, avec un chef de gouvernement à part. Est-ce que vous comprenez? Donc, chers compatriotes, si on peut faire un procès de patriotisme à quelqu'un dans ce pays, ce n'est pas à moi, Marlène Fabienne et Soleil Foutable. Je le dis clair et net. Si l'on doit faire un procès, eh bien, de patriotisme à quelqu'un dans ce pays, ce n'est pas à moi. Ce n'est surtout pas à moi. Parce que je ne sais pas ce qu'il y a de plus patriote que de choisir son pays. De venir se battre en considération de toutes les difficultés que l'on a ici. En laissant confort, épanouissement et toutes les possibilités d'upgrade dans la société française. Si j'étais restée en France, si je n'avais pas choisi le Gabon, je serais ministre de la République en France. Parce qu'au sorti de 2022, l'élection là, après avoir soutenu Macron, j'étais en pole place, j'ai eu des propositions. Mais j'ai regardé ma constitution au Gabon à l'époque, qui prévoyait que tout Gabonais à l'étranger qui participe à un poste public ou à des fonctions politiques dans un pays étranger ne peut plus venir faire de la politique en quelque sorte ici au Gabon. Et je me suis rappelé ce que m'a toujours dit ma grand-mère, paix à son âme, à Formban. C'est comme cela qu'elle m'appelait. Quand Wayen a me voit maintenant comme un bon sono wing aux arawo comme va et t'aura Dieu a dit. Inda Dieu dit et ne quoi va. Pour vous faire simple, c'est là où est enterré ton placenta. Fais le tour du monde. Va voir comment vivent les autres. Prends tout ce qu'il y a de bien. Forme-toi. Maîtrise et viens développer et construire ton pays. Ce sont des promesses, quand on les fait, on ne les viole pas. Quand vous me voyez, vous pensez que je suis quelqu'un qui peut être échoué en France? C'est impossible. Si je voulais faire de la politique en France, je l'aurais réussi beaucoup plus facilement, avec un succès fulgurant. Mais ma voix devait se porter uniquement pour la France. Parce que dès l'instant où tu décides de faire la politique pour la France, tu ne peux plus défendre les intérêts d'un quelconque autre pays. Tu défends uniquement les intérêts du pays dont tu es l'acteur politique, la France. J'ai choisi le Gabon. Je n'ai donc pas de preuve de patriotisme à vous faire. Refuser l'injustice n'est pas un défaut de patriotisme. Je n'ai pas grandi dans l'anarchie. Je ne suis pas né dans l'anarchie. Je suis né et j'ai grandi à une époque au village où quand tu commettais un impair, le voisin avait autant de droits de taper sur toi que ton propre père et que ta propre mère. Et quand c'est ton propre père ou ta propre mère qui te frappait, tu fuyais pour aller te cacher chez le voisin continuait. J'ai grandi au village, c'est comme cela qu'on faisait. Et comme j'étais une bonne têtue quand même, eh ben, j'ai dû payer les conséquences de ma têtutesse. On nous a infligé le piment sur tout le corps, ce qui peut même être considéré comme un acte de torture, pour que plus jamais vous ne recommenciez. J'ai une cicatrice sur mon pied, c'est la chicotte. Et ce n'était pas quelqu'un de ma maison. Et tes parents n'avaient rien à dire puisque le villageois qui vous trouvait en train de commettre des bêtises ou en train de faire n'importe quoi avait autant de droits que ton père et ta mère pour te sanctionner. C'est dans ce contexte qu'on a été élevé. Dans l'anarchie, et moi, ça ne fonctionne pas. Je trouve ma liberté dans le respect de l'ordre, dans le respect de la loi, dans le respect des règles. Maintenant, quand tout le monde peut se lever et faire n'importe quoi, mais bien évidemment que moi, je ne suis plus rassurée. Je ne suis plus en sécurité parce que je ne sais plus c'est quoi l'ordre de référence. Quand cela nous arrange,
on brandit la Constitution, on brandit les lois. Quand cela nous arrange, on brandit les transitions. Mais de quoi parlez-vous? Je déteste le populisme. Excusez ma vie. J'entends, oui, le gouvernement a décidé hier de l'interdiction. Est-ce qu'on fait ce genre de choses? Et le timing, vous en dites quoi? Un groupe d'activistes autoproclamés, faiseurs de la politique du chef de l'État, porte-parole du chef de l'État, qui bravent l'autorité institutionnelle établie, qui arrivent, qui sont même en tournée. Avec quel fonds? À quel ministère ces gens répondent? Qui arrivent malgré l'interpellation du maire. Le maire qui même est obligé de sortir de ses gonds. Le maire qui même est obligé, l'autorité, hein, ce n'est pas un maire élu. C'est un maire que M. Brice Clotaire Oligingema a choisi. Un général d'armée. Il arrive, quand on est citoyen, quand on est patriote, le minimum, c'est d'avoir du respect pour ce maire. C'est un Béninois lui aussi. Le délégué spécial au 2e arrondissement de la commune de Lambaréné, c'est un Béninois. C'est vous tous les jours qui dites souvent aux gens de vous prévaloir. Eh bien, des valeurs traditionnelles. Depuis quand un chef de famille ou un chef de maison arrive à la maison et puis un enfant continue à tourner. On a vu dans quelle famille, en tout cas, les gens qui ont grandi dans les familles bien construites là, ou dans les villages. Dites-moi dans quelle famille on fait que le chef de la ville, de l'arrondissement arrive. Il vous dit d'arrêter, vous continuez à le filmer, vous criez sur lui, vous l'excédez, vous n'avez aucun mandat, vous n'avez aucun poste, vous n'avez rien. Et vous dites qu'il est corrompu. Vous l'accusez publiquement devant le monde entier. Vous fragilisez qui? Ce n'est pas le Gabon. Ce n'est pas le Gabon. Cela veut dire qu'au Gabon, il n'y a pas d'autorité. Cela veut dire qu'au Gabon, monsieur et madame, tout le monde peut se lever et aller agresser les institutions. Je suis, même quand j'étais dans l'opposition, ou quand j'étais opposante, quand j'étais politique, quand je pars dans les administrations au Gabon, je manque de respect aux gens dans les administrations parce que je ne suis pas d'accord avec leur patron ou parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Il y a des gens avec qui je suis opposée idéologiquement, politiquement, à tous les niveaux. Quand je pars dans l'administration dont ils sont responsables, je m'adresse à eux avec des égards. Je m'adresse à eux avec respect. Et jusque-là, ils me le rendent bien. Au nom de quoi le maire, patron d'une ville, arrive? Vous êtes en train de causer un trouble à l'ordre public. Vous êtes en train d'inciter à la haine contre une communauté, essentiellement identifiée béninoise. Vous êtes en train d'inciter à la haine et à la violence contre les étrangers. Vous les stigmatisez devant le monde entier. Caméras braquées sur des visages des inconnus. Ces personnes ont des familles. Vous imaginez, moi, votre Marlène Fabienne et Soleil Fontaine, en France demain, me voilà agressée sur un marché de France. Ça va vous faire plaisir? Quand mes parents vont tomber sur de telles vidéos, ça va leur faire plaisir? Ah oui, sale black, rentre chez toi, tu n'es pas chez toi ici, priorité aux Français. Mais bien sûr, c'est le discours du Front National. C'est un parti politique en France qui tient ce discours. Et plusieurs autres partis politiques dans plusieurs pays du monde tiennent de tels discours. Mais dans ce qui s'est passé à Lambaréné, on a entendu le gouvernement? Non. On a entendu la présidence? Non. Mais il fallait que quelqu'un tape le poing sur la table. En lieu et place de cela, boum, conseil de ministres, et on vient entériner une décision qui va dans le sens de ce qui était dit par ceux qui prétendaient parler au nom du chef de l'État. Parce que ce sont ces soldats têtus. Nous avons connu les soldats têtus d'Ali Bongo. Nous avons connu les soldats des alistes qui prenaient machette, couteau, qui étaient prêts à en découdre avec les familles des activistes, qui étaient prêts à en finir parce qu'ils soutenaient le président. Mais c'est pas votre président.
Le président est le président de tout le monde. Excusez ma vie, chers compatriotes. Le président est le président de tout le monde. C'est mon président. J'ai autant d'exigences à son endroit que vous autres. Et d'ailleurs, on n'a plus besoin de vous. Vous l'avez soutenu, le rappelez toute une vie. C'est du marchandage. C'est du marchandage. Cela veut dire que vous ne l'avez pas soutenu par conviction. Vous l'avez soutenu pour profiter de son image, pour vendre cette prétendue ou réelle proximité avec le président, pour que l'on croit qu'effectivement, quand on voit Tata Bertie à gauche, c'est la fille préférée du président, ou c'est la mère préférée, la soeur préférée, la femme préférée du président, donc on lui passe tout. Quand même, on fait ça comment? Le maire arrive le maire il crie. Il est dépassé. Il est dépassé. Que vous êtes qui en fait? Qui vous a donné le droit dans ce pays de piétiner le Gabon à ce point? Je dis qui? Et vous dites que vous êtes patriote, vous n'êtes pas du tout patriote, vous exposez notre pays. Vous faites vendre négativement notre image. Demain, quand je mettrai les pieds au Bénin, on va se souvenir que je suis gabonaise et qu'au Gabon, on a chassé les Béninois. Ce qui pouvait être un acte isolé est devenu un acte mondial. Et c'est commenté par la terre entière. Et c'est commenté par la terre entière. Et vous voulez penser que c'est un acte isolé? Non, chers compatriotes, ce n'est pas un acte isolé. C'est un acte d'une particulière gravité. Et le président de la République devait se prononcer pour condamner publiquement de tels agissements. Les concernés devaient être sanctionnés. Mais au lieu de cela, il continue de narguer. Mais bien évidemment que le gouvernement béninois se dit, bah attention, donc, le président Oligui Nguema n'a peut-être pas le courage de nous affronter et de nous dire qu'écoutez, on ne veut plus de vos ressortissants chez nous. Ils utilisent leurs activistes pour aller faire des actes supposément spontanés parce que ces activistes sont sponsorisés par qui? Si ce n'est l'État gabonais, si ce n'est le président Oligui, pour bien évidemment dire il faut dégager. Mais de quoi parlons-nous? Prenez les textes de notre pays. Voilà le code du travail au Gabon. Ce code du travail, vous l'avez lu un jour. Dans ce code du travail, il est dit priorité aux Gabonais. Priorité aux Gabonais. J'ai plusieurs clients à qui j'ai fait faire suivre des procédures au PNPE. Souvent, il est prévu dans ce code du travail que, eh bien, on ne recrute pas un étranger. On ne recrute un étranger qu'en situation absolue de non-compétence. Et même quand on recrute l'étranger en question, on le recrute sous condition de former des Gabonais à cette compétence-là. Pour qu'au bout d'une année ou deux, il reparte chez lui et que les Gabonais qui ont acquis la nouvelle compétence qui était recherchée puissent rentrer dans le monde du travail et que l'emploi soit sauvegardé par les Gabonais. Vous avez lu ce code du travail. Vous ne l'avez pas lu. Tu laisses le code du travail, tu prends le code des hydrocarbures. Dans ce code des hydrocarbures, c'est la même chose. Tu ne peux pas avoir une société de sous-traitance pétrolière au Gabon si tu n'es pas gabonais. Priorité absolue aux Gabonais. Dans tous les secteurs d'activité, la législation est claire. La priorité est aux Gabonais. Ce n'est que quand on ne trouve pas, selon comment on appelle ça, des conditions de compétences, des conditions de moyens financiers, les conditions techniques que l'on peut prendre, eh bien, des étrangers. Pareil pour les marchés publics. Mais que font les autres et que fait l'État gabonais par rapport aux Gabonais? Ils sont combien de Gabonais qui peuvent valablement répondre à un appel d'offres public ici au Gabon? Combien? Mais les étrangers, eux, ils se soutiennent. Eux, ils se soutiennent. Quand ils créent une entreprise, cette entreprise-là, si elle doit participer à un appel d'offres, les étrangers, ils vont appeler son frère, sa soeur, sa tante, parfois des autorités chez eux, et dire, bah, écoutez, nous sommes un groupe de Béninois,
Nous sommes au Gabon, on a envie d'investir dans du sucre ou dans de l'eau, seulement pour participer à un appel d'offres, eh bien, il nous faut 100 milliards. Les 100 milliards là, il nous faut telle compétence, telle compétence. Ils se constituent, toutes ces compétences-là, ils viennent sur notre territoire. Et puis, on va faire l'appel d'offres, ils vont soumissionner leur offre. Mais les Gabonais qui vont aussi soumissionner les leurs, qui ne remplissent pas les conditions, puisque avant, il y a la priorité, c'est vrai. Mais pour que cette priorité, il faut d'abord remplir les conditions techniques et de compétences. Si toi, tu n'as pas cette condition et que les autres ont, tu n'as pas le marché. Et c'est l'étranger qui prend le marché. Que fait le gouvernement pour permettre aux Gabonais d'être en capacité de compétir dans leur propre pays? Que fait le gouvernement pour permettre aux Gabonais de compétir dans leur propre pays? Dites-le moi un peu. C'est-à-dire que nous avons de vrais problèmes de fond dans notre pays. Au lieu de les régler, vous partez traiter des questions avec une telle légèreté, banalité, quand le problème, ce sont les étrangers. On veut chasser les étrangers. Mais soyez un peu intelligents comme les autres le font, les Blancs. C'est pas forcément parce qu'ils nous aiment. Nous sommes avec eux dans les réunions à huis clos là-bas. Non! Il y a des choses qui se traitent à huis clos de la discrétion de l'État et des hommes d'État. Les lois sont prises. Appliquez-les. Respectez-les. Appliquez-les, respectez-les. Comment vous pouvez concevoir que les étrangers ne sont pas nos chiens. Les étrangers ne sont pas nos animaux. Il faut arrêter de le croire parce que nous tous, nous sommes étrangers quelque part et nous avons été étrangers quelque part. Moi, je n'ai jamais été maltraité quelque part. Vous allez me dire, oui, je ne pars pas chercher l'emploi ou être dans les petits métiers précaires. C'est une éducation. C'est aujourd'hui que le Gabonais se révèle. C'est aujourd'hui que le Gabonais est contraint d'aller chercher dans ces petits boulots-là. Hier, les Gabonais n'en avaient pas l'habitude, n'en avaient pas la pratique. C'est la misère. Ce qui donc est grave, qui nous amène maintenant à devoir aller chercher comment vendre la tomate. Et comme on ne sait pas faire, et on n'est pas psychologiquement préparé à cela, on peut nous donner un budget de 500 000 tout de suite pour aller vendre la tomate. Au bout de 6 mois, c'est tombé. Mais une béninoise à qui on donne 100 000 francs pour vendre la tomate, elle peut tenir là 100 ans. Elle peut tenir là 10 ans. Parce qu'elle a ça dans le sang. Elle a ça dans l'être. Et elle a des organes, ses frères et sœurs qui l'accompagnent. J'ai voulu rentrer dans des systèmes de commerce d'épicerie. J'avais pour projet en 2019-2022 d'ouvrir une groupe d'épiceries au Gabon, d'épiceries fines. Mais on s'approvisionne où? L'État gabonais nous facilite à quoi? Tu veux acheter les choses en France? Tu veux acheter les choses dans le monde pour venir vendre au Gabon? Tu vas avoir droit aux taxes. Tu vas avoir droit aux droits de douane. Ça, c'est nous, Gabonais. Alors que eux, ils sont en réseau. S'ils ont un de leurs frères qui a réussi au Gabon, qui a l'argent, qui est riche, quand il fait rentrer ses 100 voitures, il va prendre leur sac de riz, leur boîte de sardines, leur savon, mettre ça dans les voitures. Quand ça arrive ici, ils ont ça gratos quasiment. Et donc, ils se repartagent ça en réseau entre eux. À la pairie, quand vous allez là, ils ont des réseaux de commerce. C'est-à-dire, toi, le Gabonais, tu vas vouloir ouvrir la même épicerie au quartier. Pour la même épicerie avec le même contenu, tu vas peut-être dépenser 2-3 millions. Lui va peut-être dépenser 400 millions. 400 000. Et les 400 000 qu'il dépense, il n'est pas seul. Il est soutenu par son équipe avec des personnes qui sont installées dans le business, qui le soutiennent du début jusqu'à la fin. S'il rencontre des moments de fragilité où il peut tomber, l'organisation est là pour te tenir. Qu'est-ce qui est prévu pour nous, Gabonais, pour qu'on tienne? Pour qu'on soit compétitif dans notre pays? On parle toujours avec des partenaires sociaux. On respecte les autres pays. Notre pays n'a pas respecté le Bénin. Il faut arrêter le désordre. Et le dire, ce n'est pas ne pas être patriote. C'est être responsable. Notre pays a soutenu un discours absolument à vomir au XXIe siècle, en 2025. Notre pays, par son action d'hier, a approuvé les propos tenus par
Tata Berti et ses gens à l'embarrainer. Le timing quand même. Quelqu'un vient de faire buzz dans le monde entier où on montre une vidéo, où on stigmatise une communauté, où on insulte à la limite, où on violente. Et le lendemain, aucune réaction ni du ministre des Affaires étrangères, aucune réaction ni du porte-parole du gouvernement, aucune réaction du porte-parole de la présidence. Aucune. Le président n'a rien dit, même pas pour calmer les choses. Nous condamnons les événements qui se sont passés, eh bien, à l'embarrainer. Bien que nous entendions des raisons légitimes ou les frustrations de nos compatriotes à s'exaspérer, de se retrouver légitimement en situation de frustration parce que n'ayant pas eu de place, le gouvernement prend toutes ses responsabilités pour, dans les plus brefs délais, convoquer les différentes parties prenantes, les autorités locales, afin d'y voir plus clair et permettre à chacun d'avoir sa place et pouvoir faire son activité commerciale de manière paisible et sereine. Je vous remercie. Là, notre gouvernement sait que oui, vous gérez les choses. Parce que cela peut être analysé comme de la lâcheté diplomatique ou gouvernementale. On sait que c'est le gouvernement gabonais qui encourage ça, qui envoie ces gens-là chasser pour qu'on accuse que c'est pas nous, c'est le peuple. Voilà ce qui se passe. Quand est-ce que nous allons prendre le courage d'assumer une véritable gouvernance et non l'anarchie que nous encourageons? Excusez-moi de ne pas voir les choses comme vous. Ça ne fait pas de moi moins gabonaise que qui que ce soit, au contraire. Je tiens à l'honneur de mon pays. Je tiens au respect de mon pays. Alors c'est une blessure pour moi quand je vois ce pays piétiné par monsieur et madame tout le monde, parce qu'on leur a donné le bâton pour nous battre. Parce que ce que nous faisons est mal. Parce que ce que nous faisons ne peut être d'aucune revendication d'aucun État moderne ou d'aucun État humain aujourd'hui. Le droit à l'épanouissement. Le droit de tout le monde à se sentir bien là où il a décidé d'élire domicile. Et c'est nous qui parlons de panafricanisme. Le président a dit, il est panafricain. Où est donc le panafricanisme? Où est donc le panafricanisme? Qu'est-ce que le Bénin a fait? Je vais vous lire le communiqué du Bénin. Le Bénin a vu que ses enfants sont orphelins sur le territoire du Gabon et que l'État gabonais ne protège pas ses enfants. Pour moi, le Bénin n'exagère pas du tout. Pour moi, la réaction du Bénin est proportionnelle à ce qui se passe et à ce qui s'est passé. Vous imaginez pour un parent de savoir que son enfant est rejeté quelque part? Mais on touche à ton amour propre. Et avec les propos tels que ceux tenus, le Bénin est sur le toit du monde et de l'Afrique ces derniers jours, avec le discours de Patrice Talon, président du Bénin actuel, qui a déclaré que personne ne l'attacherait au poste de président. Il part, il a fini, il a fait ce qu'il a pu. Et on voit que les ressortissants de ce pays sont traités comme des moins que rien, sont traités comme des malpropres ici au Gabon. Et vous pensez que, ne serait-ce que pour leur amour propre, leur dignité, ils vont mettre tous les moyens qu'il faut pour rapatrier. Même s'il faut offrir des châteaux à tous ces Béninois qui sont au Gabon, ne serait-ce que par la dignité d'un peuple. Et si nous, le Gabon, étions dans la même situation, j'attendrais de mon président qu'il agisse exactement comme cela. Exactement comme cela. Donc, à un moment donné, arrêtez de renverser j'ai envie de dire, la charge arrêtez de renverser la faute, en fait. Le gouvernement gabonais ne s'est pas comporté en responsable. C'est un fait, point. Des événements de cette gravité se passent. Vous pensez que c'est des histoires de buzz, alors qu'il s'agit de citoyens clairement identifiés qui sont stigmatisés et leur pays doit vous regarder alors que vous ne donnez aucune
lecture de ce que vous condamnez, ce qui s'est fait, vous normalisez, et à la suite de cela, vous interdisez maintenant que voilà. Mais alors, il fallait faire ça responsablement. Il fallait faire cela responsablement. On a une ministre des petites et moyennes entreprises. On a une ministre du commerce. C'est une réforme que cette ministre devait porter. C'est une réforme. Elle devait engager des discussions avec les différentes parties prenantes. A-t-elle ordonné une étude, un recensement de tous les commerçants de la pairie, du marché Montbouet, qui sont peut-être à 99% des étrangers? Béninois, Togolais, Nigériens, Camerounais, ils sont tous là-bas pleins. Ils sont tous là-bas, point. Les petits soutiens de bas étage là, de ces bons, pas du président. On ne va pas vous contraindre à la lucidité. Ce que vous estimez être récupération politique là, si vous ne voulez plus faire que les gens fassent de la récupération politique, je ne suis candidate à aucune élection. Si vous ne voulez pas que les gens fassent de la récupération politique, faites bien. Parce que toutes les fois que vous ferez mal, ce pays est le nôtre. Vous n'en êtes pas propriétaire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ce pays est le nôtre. Et vous n'allez pas l'exposer au point de perdre le minimum de dignité qui nous reste parce que vous êtes dans des comportements absolument de caverne, en fait. Je disais donc que le marché de Montbouet, notre ministre du Commerce sait combien de commerçants il y a là-bas. Notre ministre du Commerce sait combien de nationalités avons-nous là-bas. Et pour finir, quand on décide de prendre une mesure d'une telle ampleur dans un pays où l'on sait que 99%, je m'abuse et j'exagère, peut-être c'est 95%, en tout cas c'est pas loin de 90%, des petits commerces cités hier en conseil de ministres comme interdits au Gabon sont détenus par les étrangers, eh bien, on fait des choses avec responsabilité. On engage avec les différents partenaires et les acteurs de véritables discussions. On leur dit, le président de la République a promis de restaurer la dignité des Gabonais. Les Gabonais ont longtemps été habitués à la bureaucratie. Les Gabonais ont longtemps espéré tous avoir un poste de travail dans un bureau climatisé. Aujourd'hui que cela est devenu impossible pour nous, nous enregistrons pour une petite population de 2 millions de personnes, plus de 100 000 chômeurs. Et ça, c'est les déclarés. Sans compter ceux qui sont assis à la maison, qui ne se sont pas fait déclarer chômeurs. Et pour les absorber, pour leur donner l'opportunité de retrouver le milieu de l'emploi, nous sommes obligés de prendre nos responsabilités et justement à mener, à nationaliser certains pans d'activité, notamment tel. Le travail d'identification que vous faites sur le terrain vous permet de vous dire que sur le marché de Montbouet, on a 50 Nigériens qui détiennent 50 boutiques et 50 magasins. Sur le marché de Montbouet, on a 50 Béninois, on a 50. Vous avez les données, vous avez les identités de ces personnes. Vous engagez de l'autre côté, avec votre ministre des Affaires étrangères, des discussions avec les différents pays pour qu'ils accompagnent leurs compatriotes dans le retour ou dans la transformation de leurs activités en des activités sur lesquelles on n'a pas déclaré priorité nationale ou exclusivité nationale. Quand on est responsable et quand on sait ce que l'on fait, c'est comme ça qu'on procède.
C'est quand on a fini toutes ces batailles en off. C'est-à-dire que ce n'est même pas au Gabon de se salir les mains dans ce genre d'histoire. Ce sont les différentes ambassades, ce sont les différentes représentations de chaque pays dont sont ressortissants ces acteurs économiques qui sont dans ces métiers-là, qui vont jouer maintenant le rôle avec leurs différents citoyens. Pour dire, le Gabon, c'est un pays frère, c'est un pays ami qui nous a reçus depuis plus de 50 ans. Et aujourd'hui, ce Gabon a envie de se retrouver, a envie de donner du travail à ses compatriotes, a envie de redéfinir l'environnement des choses. Moi-même, je ne parle pas là au marché gare routière, hein, parce que la dernière fois que j'y étais, j'ai été agressée. Donc, on peut avoir droit à de vrais marchés, casser ce marché, le réorganiser comme des marchés en France. On en a les moyens au Gabon. Et mettre chaque Gabonais devant chaque commerce pour vendre dans des conditions de dignité humaine. Ceux qui veulent vendre la friperie, ils vendront cette friperie dans de bonnes conditions, même avec de la clim. Bien organiser les choses. Mais c'est un combat politique et diplomatique pour que les États acceptent d'accompagner leurs ressortissants chez eux. Ils ont fait de l'argent au Gabon depuis plus de 50 ans. C'est légitime que les Gabonais espèrent eux aussi faire enfin de l'argent dans leur pays. Même si on dit que nous sommes paresseux, qu'on n'aime pas, mais si c'est organisé institutionnellement, on donne les moyens aux Gabonais et on accompagne ces Gabonais intellectuellement du point de vue commercial, on met des organes en place qui vont pouvoir assurer de la réussite de ces entreprises. On leur met à disposition de vrais fonds de roulement avec une trésorerie qui tienne au moins 3 ans. On leur permet d'avoir des entreprises, en fait, dont ils pourraient faire don en héritage demain à leurs enfants. Mais on ne se lève pas sous un coup de buzz parce que 2 ou 3 activistes réclamant du président ou parler au nom du président sont allés manquer de respect à une autorité. Monsieur le général, délégué spécial du 2e arrondissement de Lambaréné, stigmatisé devant le monde entier, des étrangers chez nous. Vous voulez rendre les Gabonais indésirables dans le monde ou quoi? Vous voulez nous rendre indésirables dans le monde ou quoi? Et puis le gouvernement décide, sur un coup de tête, alors même qu'il ne sait pas prononcer de condamnation à ce qui s'est fait. Peu importe, même si dans nos cœurs, dans nos organes, on est un peu content de ce qui s'est fait. Mais il y a une image. Il faut tenir. Et on se dit non. Le gouvernement condamne fermement, eh bien, les actes. Et nous comprenons le ras-le-bol de nos populations. Nous prenons l'engagement de faire le nécessaire pour trouver des solutions afin que chaque Gabonais soit établi dans ses droits. Et on fait une vraie nationalisation. Ce n'est pas mal. Beaucoup de pays le font. Mais c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Faire comme on fait là. On va laisser le vrai débat pour maintenant être dans le débat de les Gabonais sont xénophobes. Alors que peut-être au fond, la xénophobie, ce n'est pas, bien évidemment, ce qui est dit là. Ce n'est pas cela la xénophobie. C'est pour cela que je milite qu'il y ait le retour à la 6e République, le retour de l'État, le retour, bien évidemment, de l'autorité. Monsieur et madame, tout le monde peut déjà devenir tout et n'importe quoi dans ce pays. On ne peut pas continuer comme cela. L'entrepreneuriat gabonais doit exister et avec des exemples de succès. Nous devons avoir des rôles modèles. Tel a commencé. Mais il faut que l'État accompagne, il faut que l'État organise, il faut que l'État forme, il faut que l'État sensibilise. Et le Gabonais peut se réapproprier son pays, sans pour autant que ça ne devienne une guerre, sans pour autant nous extampiller du drapeau de nationalistes, extrémistes, xénophobes. Le Gabon est une grande nation qu'on ne peut pas réduire à de telles considérations.
Mais bien évidemment, il nous faut des préalables. Et ces préalables-là ne doivent pas se faire en claquant des doigts. C'est pour cela que depuis quand on réclame la parole du gouvernement ou de la présidence, les gens pensent que c'est de la politique pour la politique. Non. Parce qu'il faut rassurer les gens. Oui, nous avons entendu vos réclamations. Nous entendons, mais cela demande du temps, du travail. Beaucoup de Gabonais sont au chômage. Il y a quelques années en France, Dupond-Moretti, monsieur Dupond-Moretti, alors ministre de la Justice, fraîchement nommé. Dès qu'il a été nommé ministre de la Justice, il fallait faire la réforme des prisons, la réforme de la justice. Il a recruté 1000 étudiants en droit d'un coup pour réfléchir sur le texte en quelques semaines. On a de milliers et de milliers de chômeurs au Gabon. Des gens qui n'attendent qu'on leur dise. Mais si on prend des Gabonais accompagnés de forces de défense et de sécurité pour faire le tour du marché, identifier porte par porte, commerce par commerce les gens, prendre leurs identités, pièces d'identité, je veux dire, carte de séjour, etc., etc. Faire un tri, un filtrage où l'on enregistre dans une base de données selon les nationalités. Avec cette base de données, aller maintenant engager avec notre ministère des Affaires étrangères des discussions avec des représentations de ce pays-là. Leur dire la volonté du Gabon à se réapproprier certains secteurs. Et c'est normal. Et c'est normal parce que, bien évidemment, quel pays ne mange que dans la main de l'étranger? Cela veut dire que nous sommes même tous en danger. Nous ne mangeons que chez les étrangers. Ils sont rares, ces Gabonais ou ces Gabonaises qui ont créé des restaurants, qui ont créé des boîtes de nuit, qui ont créé des trucs qui marchent pourtant quand c'est aux mains des étrangers et qui tiennent dans le long terme. On n'encourage pas, on ne soutient pas, les banques n'accompagnent pas. Je vois beaucoup de gens mettre en parallèle l'histoire de notre frère au Sénégal pour dire que oui, lui au Sénégal, bien évidemment, il a investi 400 millions, mais ce frère-là, il a été accompagné par les banques du Sénégal. Au-delà du comportement dommageable que nous tous nous avons dénoncé à un moment donné, qui est parti d'une situation isolée et qui n'a pas été traité, et le Gabon n'a pas su peser de tout son poids à ce moment-là, peut-être pour ramener de la raison et de la considération de l'investissement humain et financier de ce compatriote. Mais ce compatriote, pourtant gabonais, pourtant étranger, a eu de l'emprunt bancaire des banques sénégalaises pour faire son investissement. Il n'a pas pris les 500 millions du Gabon, il est parti les mettre là-bas. Il a ramené un peu du Gabon, c'est vrai, mais il a soumis son dossier d'investissement aux banques sénégalaises. Les banques sénégalaises l'ont jugé crédible et ils l'ont accompagné. Mais combien de banques au Gabon peuvent nous accompagner, même nous, quand on veut faire certaines réciprocités? On n'a pas de banque qui nous accompagne. Il ne faut pas qu'on se mente. Les Gabonais sont à 90% des enfants de pauvres. La population gabonaise est constituée à 90% minimum des enfants de monsieur et madame tout le monde, donc des enfants de pauvres, les no-name. Des gens qui n'ont pas un parent qui peut te claquer 100 millions comme ça pour te dire, ok, vas-y, Mathieu, je crois en toi, ouvre-moi ton entreprise. J'ai fait un petit live là pour dire que je veux récolter 5 milliards de francs CFA pour créer l'école, l'Académie nationale de leadership, de compétences et des savoirs au Gabon. Pour reformer les Gabonaises et les Gabonaises. Reformer les agents publics. Revenir au respect des principes de la fonction publique, au grand principe. Le principe de carrière qui est quasiment ignoré. Les crédits de formation. Chaque administration doit former ses agents chaque année. Il faut investir là-dedans. Et il faut qu'on ait une sorte d'hub où l'on peut offrir ces formations pour permettre à nos agents publics d'être en capacité de répondre aux préoccupations de nos populations, de s'adapter, bien évidemment, aux conditions de vie, de travail actuelles pour être utile à notre pays. Mais quand je vais rendre ça public pour dire j'ai besoin de 5 milliards pour faire cette école, il y aura personne pour m'accompagner. À la limite même, ce sont des étrangers qui vont peut-être essayer parce qu'ils te voient
crédibles parce qu'ils croient en toi, qui vont venir contribuer à ton business. Alors que c'est un business que tu veux d'abord satisfaire, bien évidemment, la demande nationale. Et il y a une demande. Mais on encourage, mais on ne soutient pas. Nous, Gabonais, les petits dons éphémères qu'on fait ici et là, que certains hommes politiques font ici et là, les petits dons éphémères qu'on fait ici et là, on te donne 500 000 pour ouvrir ton petit commerce. C'est beau, non? Mais dès qu'on t'a donné les 500 000, nous connaissons tous la précarité dans laquelle nous vivons. Au-delà de l'irresponsabilité des Gabonais qu'on indexe toujours tous les jours. Mais il y a aussi le principe de la réalité de la vie, de notre quotidien. Tu prends les 500 000 là, hein? Tu décides d'aller au Cameroun. Donc, l'argent que l'État gabonais te donne, tu vas le dépenser même au Cameroun. Parce que la tomate, tu ne la plantes pas au Gabon. Et le jour où tu vas vouloir faire un vrai investissement, j'en ai fait. J'ai tout un projet agroalimentaire. J'ai travaillé ce projet en France. Dans le cadre de, comment on appelle, du statut national d'étudiant entrepreneur. J'ai été accompagné intellectuellement pour le mettre en œuvre, pour qu'il soit smart. Mais c'est des projets qui comptent des milliards et des centaines de milliards. Quel est l'État gabonais qui va t'accompagner? Un projet comme ça, tu participes à des trucs, tu le présentes au public, tu as des financeurs et des sponsors. L'État t'accompagne. Mais au Gabon, parce que pour investir dans l'agroalimentaire, pour faire de la banane, pour faire du manioc, pour faire l'huile d'arachide, juste avec un système d'irrigation bien établi. Au Gabon, nous sommes en capacité de produire l'arachide H24. On n'a pas besoin d'attendre les saisons. Au Gabon, nous plantons avec les saisons, sans besoin d'additifs, sans besoin de rien. Vous imaginez, on crée de grandes plantations comme c'est le cas en France. Des hectares et des hectares. J'expliquais à mes parents à Minzik en 2019, à des mamans, que le travail que vous faites là, vous êtes des planteuses, vous allez en plantation, vous vous courbez du matin jusqu'au soir. C'est pour cela que toutes ces mamans-là, à 50 ans, vous les voyez, elles sont vieilles. Elles ont des arthroses cervicales, cérébrales et je ne sais quoi. Quel est ce travail où tu pars à 6 heures du matin de ta maison, tu vas en brousse, tu vas te courber pour planter, pour arracher l'herbe, pour nettoyer et tu parcours des distances à n'en plus finir. Tu montes les collines, tu descends dans la difficulté absolue. Tu rentres de ce boulot, tu es cassé, tu es fatigué. Le jour où tu tombes malade, tu n'as aucune assurance, tu n'as aucune sécurité sociale, tu ne peux pas t'acheter les médicaments. Et il faut attendre la récolte pour pouvoir manger. Et c'est difficile. Et je disais à ces mamans-là que est-ce que cela vous plairait un jour de continuer à faire ce que vous faites, mais avec moins de difficultés. Il y a en France où je vis, à Pau, à 1 heure de Pau, il y a un endroit où on plante l'arachide avec les machines. On récolte avec les machines. Et on prend l'arachide là. On passe ça au pressoir. J'ai visité une usine de fabrication parce que tout ça, ça faisait partie de mon projet. De fabrication de l'huile d'arachide et du beurre de cacahuète. Mais aujourd'hui, on n'a pas ce genre d'investissement d'envergure. Et le jour où 2, 3 Gabonais ou 5 peuvent même se lever pour dire non, nous on veut investir dans l'agriculture. On est là, c'est comme si c'est juste un modèle. Oh, start-up, oh, j'ai une petite entreprise, mais l'État n'est pas présent. L'État n'accompagne pas. Et tant que l'État ne va pas nous accompagner, les autres sur le marché, eux seront accompagnés par leurs États, par leurs frères, par leurs sœurs. Et ils auront toujours le dernier mot. Parce que nous, qui essayons de nous battre, on va essayer de forcer pour nous maintenir. Mais à un moment donné, les 500 000, comme je le disais, l'exemple, on te donne 500 000. On a vu le projet Graines. Il y a beaucoup qui ont eu 500 000, 1 million. C'est allé où? Dès que vous donnez 500 000 aux gens, vous leur dites faites les plantations. Ça se passe pas comme ça. Soit on considère que l'activité agricole est une véritable activité. C'est une vraie profession chez les autres. Il faut former dans ce sens. Au lieu d'envoyer des gens en France se faire former, l'école que je veux ouvrir, par exemple, peut servir de hub pour justement permettre d'aller chercher les compétences les plus abouties, les amener sur le territoire sur 1 semaine, 2 semaines pour former ceux qui, eux, vont rester derrière à former les masses pour que ces Gabonais aient un travail. Quand un artisan va au travail en France, ce n'est pas comme nos parents travaillent là, en toutes conditions d'indignité humaine.
Tu sais que tu pars au travail à 5 heures, à midi ou 13 heures ou 15 heures, tu es déjà chez toi. Tu fais autre chose, tu t'occupes de ta famille et puis tu essaies de reposer ton corps. Et on améliore les conditions. On voit tous les vidéos de la Chine où comment on déracine les patates, comment on plante les patates. On a la chance qu'avec la Chine, on en partage pour une partie de leur territoire un même climat. Et donc, on a essentiellement les mêmes cultures. Allez prendre quelques Chinois qui sont dans ces secteurs pour qu'ils viennent former ici. Ou faire voyager 2 ou 3 personnes qui, eux, vont aller se former pour venir enseigner ici, investir ici. Il faut le faire. Sinon, les étrangers vont continuer à gouverner notre pays et à détenir tout ce qui est puissant. Et tout cela aussi part de là. Vous voyez, le code des marchés publics, le code des hydrocarbures. Vous allez voir, quand ces marchés publics sont octroyés, que ce soit ceux de gré à gré, que ce soit parfois les conditions ne sont pas respectées. Le gouvernement lui-même nous a dit récemment qu'il y a eu plus de 80% de marchés publics qui ont été attribués de gré à gré, alors que c'était en totale violation de la loi. Ce sont des étrangers qui ont fait ça. Pour qu'il y ait comment on appelle, que la corruption se réalise, il y a un corrupteur et un corrompu. Si les étrangers nous corrompent et que nous on accède à la corruption, c'est pas eux le problème, c'est nous. C'est nous le problème. Parce que ces étrangers qui étaient au marché là, ils ne se sont pas levés de leur maison, venir s'imposer sur ces places et dire que je suis chez moi ici. Ce sont les autorités gabonaises qui leur ont donné l'opportunité de le faire. Alors, si vous voulez vous attaquer aux gens, vous vous adressez à ces autorités. Vous partez à la mairie. Vous dites, monsieur le maire, excusez-nous, avec tout le respect que nous vous devons, eh bien, nous sommes des citoyens gabonais, on revenait de Tchibanga, et puis, en passant par le marché pour faire quelques courses, on a trouvé quelques compatriotes, des dames, qui se plaignaient de ne pas avoir des places, alors que des étrangers, eux, ont des places sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, monsieur le maire ou monsieur le délégué spécial? Parce que franchement, c'est une situation qui nous semble un peu préoccupante. Il va vous expliquer. Oui, non, chers compatriotes, je comprends bien votre préoccupation. En effet, voilà la liste, tel est gabonais, tel n'est pas gabonais, voilà ce qui s'est passé, nanani, nanana. Et maintenant, si vous faites le constat de ce que c'est pas vrai, vous faites même, vous enregistrez toutes les personnes discrètement. Vous ne faites pas de scandale. Vous ne mettez pas à mal l'autorité de ce maire qui, à la fin de la journée, est aussi gabonais que vous. C'est vous qui l'exposez. Et cela se traduit et se termine en quoi? Se traduit et se termine en, bien évidemment, des vieilles pratiques que nous connaissions déjà sous l'ancien régime. C'était quoi? Les petites techniques de règlement de compte. Si on n'a plus envie du maire de Lambaréné ou on a envie de le dégager, on envoie les activistes faire des choses comme ça pour l'exposer et puis pour que, bien évidemment, les autorités en haut aient plus de facilité à le dégager pour dire que c'est parce que il a fait tel acte, il a fait tel acte. On a connu ça dans ce qu'on a appelé ancien régime. On a connu ça sous Ali Bongo. Ou quand on a envie de finir avec toi, même dans le même gouvernement, quand on voulait en finir avec un ministre, parfois c'est d'autres ministres ou la tutelle là-bas qui organisait des coups pour que, bien évidemment, on expose les actions, les activités d'un certain ministre pour le dégager facilement. Et nous, on ne veut plus rentrer dans ça. Ces petits règlements de compte de quartier. Parce que par-dessus tout, ça nous fragilise, ça expose le Gabon, ça expose notre pays. Le patriotisme, c'est d'aimer son pays. Et c'est de refuser l'arbitraire et l'injustice. Le chaos, l'anarchie. L'autorité doit revenir dans ce pays. Donc, pour moi, la réaction du Bénin est totalement légitime. Je ne trouve pas qu'elle est disproportionnée. Et le Bénin l'a déjà fait, parce que le Bénin tient à sa dignité. Le Bénin l'a déjà fait en 94. A déjà fait rapatrier ces gens. Après, ils sont revenus parce que le Gabon était obligé maintenant de rassurer que voilà, non, c'est chez vous ici, revenez, c'est monté, c'est descendu. Mais on ne va pas rétro-pédaler éternellement. Soit vous avez une réelle politique de nationalisation d'un certain nombre d'activités pour donner l'opportunité à tous ces Gabonais
que l'on a nourris au sein de la bureaucratie, qui enfin, face à leur réalité, à la misère, sont prêts à mettre les mains dans le cambouis, de retrouver un peu de leur dignité dans le travail. Mais cela ne va pas se faire en claquant des doigts. Cela ne va pas se faire en allant se battre avec des étrangers sur le marché. Cela va se battre par une responsabilité gouvernementale, une responsabilité d'État. C'est l'État qui va faire des politiques publiques allant dans ce sens. C'est l'État qui va discuter avec les différents partenaires, les opérateurs économiques eux-mêmes. Mais en plus, l'État peut même aller jusqu'à les dédommager. Et ce ne sera que justice. Évaluer leur commerce, leur marché, parce qu'ils ne vont pas mettre sur la tête leurs marchandises sur le marché pour partir. C'est tout cela qui amène des situations de guerre dans les pays. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec les Congolais de la RDC, que les Sud-Africains, pour chasser à coups de machette, à coups de décapitation, des marchés parce qu'ils ne voulaient pas voir. Ils ne voulaient plus voir les Congolais sur leur marché. Et j'ai vu vous, Gabonais, partager toutes ces vidéos en le dénonçant, en parlant de l'Union africaine, en parlant de l'Afrique. Mais comment vous pouvez l'avoir dénoncé hier quand ça se passait juste là, en Afrique du Sud? Et quand ça prend les germes, quand ça commence à prendre de l'ampleur chez nous, vous faites comme si ce n'était pas grave. C'est grave ce qui se passe. Je ne dis pas que la nationalisation de certains métiers ne tient pas. Si elle tient, elle se justifie. Il y a des chômeurs gabonais qui méritent des reconversions professionnelles pour ceux qui ont été formés dans certains domaines dans lesquels on ne trouve pas de l'emploi. Il faut les reformer à la disponibilité de l'emploi. Et si entrepreneuriat il y a, il faut accompagner cet entrepreneuriat-là. Il faut que l'État investisse sur chaque tête de Gabonais. Marlène, oui. Tu veux avoir une boutique? Oui. Tu veux vendre quoi? Les mèches? Oui, je veux vendre les mèches. Ok. Fais-moi une étude de marché de mèches. Cherche les fournisseurs. Cherche, bien évidemment, les clients. Fais comme ci, comme ça. On te donne 10 millions, 20 millions, 50 millions. Au bout de 3 ans, ton entreprise doit déjà avoir des petites succursales ailleurs. On te met des équipes professionnelles à ta disposition qui viennent t'accompagner. En France, on fait ça. Qui viennent chaque mois faire le point avec toi, le point comptable, le point machin, le point des ventes. Voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Te permettre de te repositionner dans ce qui va faire vivre ton entreprise. S'il faut même revoir l'objet social de l'entreprise, on le revoit. Si on a vu qu'au bout de 3 mois, c'est quand même difficile, ça ne prend pas et tout. Tu as des équipes qui t'accompagnent. Tu n'as pas mal à la tête que, mon Dieu, je vais payer le loyer comment? Parce que ton entreprise te permet de vivre. Et tu as des fonds dès le départ qui te permettent de voir sur 3 ans, sans stress. Donc, identifiez d'abord tous ces acteurs qui sont dans ces petits métiers que vous ne voulez plus aux étrangers. Identifiez leurs différents capitaux. Identifiez leur nationalité. Discutez diplomatiquement avec leurs différentes représentations. Les amener à comprendre l'urgence et la nécessité de vous réapproprier vos marchés. Tous les marchés sont pleins d'étrangers. Tu vas en Kembo, ce sont les étrangers. Tu vas à comment on appelle ça? Petit Paris, étranger. Gare routière, étranger. La Péri, étranger. Dites-moi quel marché, même au 12, né hier là, étranger. Les commerces des Gabonais, on n'en compte que très peu. Et très peu sont là très peu sont ceux-là qui restent longtemps. Parce qu'à un moment donné, ça finit par fermer. L'exemple des 500 000 qu'on va te donner, que je prenais, on vous donne 500 000 tout de suite. Dès qu'on vous a donné les 500 000, vous en faites quoi? Vous prenez les 500 000, vous allez acheter la tomate au Cameroun, donc vous nourrissez le Cameroun, vous donnez de l'argent à un autre État.
Et puis, quand vous revenez pour vendre, eh bien, écoutez, vous commencez à vendre. Vous avez investi 500 000. Aujourd'hui, vous faites 10 000. Demain, vous faites 100 000. Après, demain, vous faites 300 000. Et puis, votre enfant tombe malade. Vous partez à l'hôpital, on vous dit, ah, vraiment, tel médicament n'est pas pris en charge par la CNAM-GS, tel, il faut faire tel examen, il faut faire un scanner. Tu vas aller pleurer à qui? Tu n'as pas une sécurité sociale solide, en capacité de prendre en charge quasiment la totalité de tous tes soins et tes frais. Même pour les jeunes entrepreneurs, on doit leur permettre des assurances spécifiques qui sont portées par le projet, qui font que le jour où ton enfant tombe malade, eh bien, ta carte vitale, les Gabonais doivent avoir des cartes vitales, ta carte vitale te sauve. Quand je suis en France, je n'ai jamais dépensé même 50 € dans mes soins médicaux. Parce que j'ai une carte vitale. Il y a des cotisations que je fais. Et ça ne pèse pas. Tu ne vois pas que ça pèse. Au bout de X temps, tu tombes malade. Même là, mon enfant était hospitalisé ici à El Rafa l'année dernière. Plus de 700 000. Mon assurance a remboursé la totalité en France. La totalité. Je ne le savais même pas. Je ne l'espérais même pas. Quand je suis arrivée, j'ai fait des procédures, j'ai fait le courrier, j'ai rempli tout, j'ai donné les factures du Gabon, j'ai mis la valeur en euros, j'ai envoyé. Je n'ai même pas eu besoin d'avoir un interlocuteur. Tu fais tout ça, tu mets dans une enveloppe, tu vas à la boîte aux lettres de l'assurance maladie, tu glisses le truc. 3 mois, 4 mois après, tu es remboursé intégralement. Donc, pour vous dire que il faut ramener de la dignité humaine dans la vie des Gabonais. Et c'est la responsabilité de l'État et du gouvernement. Ce n'est pas la responsabilité des étrangers de définir comment ils doivent être traités dans notre pays. Au même titre, c'est nous qui leur donnons une place. Au même titre, c'est nous qui devons leur assurer sécurité dans notre pays. Mais on a aussi cette mauvaise culture sociologique qui fait que pendant que les Gabonais étaient habitués à la bureaucratie, tous ces petits métiers-là, nous les avons confiés à ces étrangers. Nos gardiens de maison, ce sont qui? Ce sont les étrangers. Vous connaissez combien de gardiens gabonais de maison? Y en a-t-il même, on va dire quoi, par ceux de la SGS et SGS en question? Vous imaginez la précarité qu'ils infligent à nos compatriotes? Pour une fois qu'on ait créé une entreprise, pour dire on va recruter les Gabonais pour faire le gardiennage dans les administrations, les bureaux et les maisons. Chaque jour que je rencontre des agents de la SGS, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les machins, ils se rapprochent de moi à Maître Essola, vraiment. Essayez de parler de notre situation. Essayez de parler de notre cas. On nous doit des années et des années d'arriérés de salaire. Et on ne peut même pas arrêter de travailler. C'est cela le Gabonais, l'entrepreneuriat au Gabon. Soit on esclavagise ceux qui travaillent pour les Gabonais, soit naturellement, c'est un métier où on te maltraite, on ne te paye pas. On te maltraite et on ne te paye pas. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Donc l'État doit retrouver ses lettres de noblesse. L'État doit retrouver absolument ses lettres de noblesse. Et je vous le dis, en vérité, je vous le dis, il ne sert à rien d'aller se battre avec les étrangers. Il ne sert à rien d'indexer les étrangers. Ils ne sont pas responsables de notre incapacité à gérer notre pays, de notre incapacité à gouverner notre pays, de notre incapacité, eh bien, à faire des préalables, à respecter des préalables. On veut mettre la charrue avec les bœufs. On est tout le temps dans le pilotage à vue. On est tout le temps dans les pilotages à vue. Quand est-ce que nous allons nous asseoir et dire, nous sommes Gabonais, mon Dieu. Jadis cela avait du sens. Jadis cela avait du poids. Jadis cela avait une fierté. Jamais connue avant et nulle part au monde. Dire que je suis Gabonais, c'était un honneur.
On te respectait. Mais aujourd'hui, à force de nous exposer, les gens vont nous prendre petits et les gens vont nous piétiner. Et nous serons demain indésirables à bien des égards dans certains pays. N'insultons pas demain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les Gabonais ne sont pas de nature. Aller à l'aventure, créer des entreprises et consorts, que demain ça ne viendra pas. N'insultons pas l'avenir. Demain, on pourra être dans une situation où on va courir, je ne le souhaite pas, vers la Guinée équatoriale, vers le Cameroun, vers le Congo, vers même ce Bénin pour trouver de l'emploi. Mais avec les réseaux sociaux, les empreintes numériques et la traçabilité qui ne va jamais nous quitter, on nous fera subir exactement le même sort. Et le jour où on voudra se plaindre, on nous sortira nos messages, nos traitements, nos... Et c'est pas bon. Je suis désolée de vous le dire. Moi, je n'ai aucun enjeu. Je n'ai pas à vous plaire. Je n'ai pas à vous dire qu'il faut que je parle de mon pays. Du tréfonds de mes entrailles. J'aime autant ce pays que vous. Et parce que je l'aime, je ne vais pas accepter qu'il soit, bien évidemment, un espace d'absolu non-droit, où l'arbitraire est la règle et l'injustice la norme, où on ne peut plus être en capacité de désigner le mal et de dire à ce mal qu'il est mal. Je ne peux pas. Excusez ma vie. Si vous voulez me condamner pour ça, allez-y, condamnez-moi. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Maintenant, si vous voulez bien faire en considération de ce que j'ai dit, alors allez-y, faites bien. Je vous lis le communiqué. On le commande un tout petit peu et on se laisse. Communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous avez vu, depuis que ces événements se sont passés, un communiqué de notre ministre, de notre ministère notre ministère des Affaires étrangères? Moi, je ne l'ai pas vu. Comme je n'ai pas vu celui du gouvernement. Comme je n'ai pas vu celui de la présidence. Nous avons tout simplement vu les annonces du Conseil des ministres d'hier qui, en réponse à ce qui s'est passé, eh bien, Alain Baréné est venu interdire tout bonnement et tout simplement toutes ces activités. Et cela ne nous fait pas passer pour des gens sérieux. Parce que si vous partez demain à Montbouela, vous allez voir là-bas plein d'étrangers en pleine activité. Pour qu'on te respecte, pour que quand ta parole sort, ça soit une parole d'autorité. Il y a des préalables. On anticipe. On ne vient pas l'ouvrir tant qu'on n'a pas les garanties que c'est bon. Je vous donne ma parole que, sauf guerre civile au Gabon, c'est-à-dire les militaires vont aller de force pour sortir des marchés tous les étrangers, et eux, c'est toute leur vie pour certains qui est là. Ils vont se battre, beaucoup vont être tués, leurs États vont se défendre, les casques bleus peuvent intervenir et ce sera la guerre au Gabon parce que personne ne se laissera. Des gens qui ont pris la mer pour certains pour venir au Gabon, vous pensez que leurs investissements des milliards de francs, ils vont accepter que quelqu'un vienne prendre ça comme ça là? Ils seront prêts à mourir pour ça. C'est pour cela qu'il faut qu'un gouvernement soit responsable et ne pas se permettre des choses hasardeuses, populistes, pour contenter une certaine partie de l'opinion. Je lis certains dire, il faut éviter l'émotion, mais c'est le gouvernement qui est dans l'émotion. Comment un gouvernement conscient de ce que sont les étrangers dans ce pays, si on calcule même, peut-être ils sont plus nombreux que nous, hein, ou ils rivalisent même. Eux, ils ont le sang à l'œil. Nous, les Gabonais, on a le sang à l'œil. On a le sang à l'œil. Ce sont des bâtons-guerres, des gens qui demain, si leurs intérêts sont menacés, de manière violente, vont se battre. C'est notre propre pays, hein. C'est sur notre propre sol. Mais ils vont se battre. Ils vont se battre.
Ils ne vont pas se laisser faire. Je vous le dis, allez au marché demain, la Péri, allez à la gare routière, allez dans tous les marchés, vous allez trouver les mêmes commerçants, les mêmes étrangers partout. Même à Louis, là à côté, vous allez voir les Béninoises, les machins, ils sont là, plein. Alors, ce que vaut alors la parole du président ou la parole du gouvernement? Un chef ne parle pas pour parler. Un chef, il parle en dernier ressort. Quand il a fini de carburer, tout est déjà ficelé, réglé. Chers compatriotes, j'ai pris la responsabilité de vous rendre à vous, peuple gabonais, votre dignité. Et par là même, rendre à notre pays sa dignité. Nous avons tous constaté que dans notre pays, eh bien, le peuple a été habitué à la bureaucratie, qui voulait que l'on absorbe toute la main-d'œuvre dans la fonction publique. Aujourd'hui, nous sommes en incapacité de le faire. D'abord parce qu'il nous faut du temps pour revisualiser le fichier de la fonction publique, pour nous débarrasser des fonctionnaires fantômes, pour nous débarrasser des fonctionnaires dupliqués, je ne sais pas, triplés. Mais tout ceci, nous prenons davantage de temps. Nous avons travaillé pendant les 100 premiers jours, eh bien, à identifier tous les acteurs de secteurs parfois informels et des petits commerces tels que tant. Nous avons longuement travaillé avec les différentes parties prenantes, avec leurs représentations diplomatiques, avec leurs chefs d'État pour nous aider à permettre le retour dans la dignité humaine absolue de ces compatriotes et frères africains dans leurs différents pays. Aussi, avons-nous rassuré leurs présidents, leurs États d'origine et leurs représentations diplomatiques de notre engagement à les dédommager dans leurs différents investissements. Peuple gabonais, chers compatriotes, nous vous informons aujourd'hui que tout cela a été fait avec amour et avec la conviction de ce que les Gabonais ne sont pas des paresseux et que vous êtes en capacité de prendre votre destin en main et de travailler ensemble pour le rayonnement de notre pays. C'est pourquoi nous vous annonçons demain, eh bien, je ne sais pas si ça se dit, l'entérinement, eh bien, de l'ordonnance du projet portant nationalisation des commerces de proximité, des petits commerces, des marchés et tout ça. Et dès le 15 ou dans 2 mois, chaque Gabonais aura sa boutique, eh bien, avec une identification et dans des conditions de vie dignes. Nous profitons de cette occasion pour vous remercier pour votre accueil et remercier nos frères africains qui se sont investis et qui nous ont accompagnés durant des années à nous nourrir, à nous vêtir et bien évidemment à nous faire profiter de leur intelligence commerciale, de tous les meilleurs produits que parfois on cherchait dans de bien grands pays au monde, mais que nous retrouvions par le travail acharné de ces frères africains, et bien ici à Libreville. Nous leur en sommes éternellement reconnaissants. Alors, chers frères, les portes du Gabon vous restent toujours ouvertes, mais dans les métiers et les secteurs d'activité, bien évidemment, tels que investir dans les gros trucs, les grosses œuvres, avec tout notre amour, notre considération, voilà, cher peuple gabonais. Et puis, on fait la fin. Et puis, les gens sont contents. Et c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Et on va se dire vraiment, le président, là, il est venu pour travailler. Le président, là, il respecte son pays. Le président, là. Mais non. Ce gouvernement, c'est le pire gouvernement de toutes les républiques gabonaises. Le pire. Son degré d'irresponsabilité n'a jamais été expérimenté au Gabon. C'est pas possible. Et ni le ministre de la Communication ne parle, ni le ministre de la Justice ne parle. Pourtant, ce sont des faits qui intéressent la justice. Ni le procureur de la personne ne parle. Mais vous voulez que le Bénin fasse quoi? Le Bénin est obligé de parler, d'autant plus que l'ampleur des réseaux sociaux que nous nous méprisons est mondiale. Et le Gabon est cité partout dans le monde. On nous a mis
sur le toit du monde de manière dégradante. Ce n'est pas acceptable. Donc, je vous lis rapidement le communiqué. Communiqué officiel. Ministère des Affaires étrangères, République du Bénin. Communiqué officiel. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Bénin a pris connaissance, à travers divers médias et réseaux sociaux, des menaces et actes d'intimidation visant la communauté béninoise au Gabon à la suite de l'attribution de places de marché dans la province de Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogooué, ville Lambaréné. Okay. Dans un contexte marqué par l'adoption récente de nouvelles restrictions concernant la pratique de certaines activités économiques par des étrangers, le ministère réaffirme sa détermination à veiller, en toutes circonstances, à la sécurité et au respect des droits des ressortissants béninois vivant à l'étranger. Il invite la communauté béninoise au Gabon à la sérénité et à la retenue et rappelle à tous les ressortissants béninois l'obligation de respecter scrupuleusement les lois et règlements des pays d'accueil. En coordination avec les autorités gabonaises, le ministère initiera dans les prochains jours une mission d'identification et de recensement des Béninois candidats au retour volontaire. Tout en respectant la souveraineté de chaque État, le Bénin demeure profondément attaché à l'idéal panafricaniste des pères fondateurs et à la solidarité africaine, qui prescrivent que chaque Africain puisse se sentir chez lui, partout sur le continent. Condition nécessaire à une intégration réelle et à un développement harmonieux. Fait à Cotonou, le 14 août 2025, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas que les Gabonais condamnent cette expression. Qu'est-ce qui est dit dedans qui soit une insulte au Gabon? Dites-moi. C'est un gouvernement responsable et qui prend ses responsabilités. C'est ce que nous voudrions demain pour nous autres Gabonais. Je le dis toujours, quand nous sommes à l'étranger, c'est le gouvernement gabonais qui est responsable de nos vies, qui doit s'assurer que nous dormions bien et qu'aucun mal ne nous arrive. C'est pour cela que si demain, il m'arrive quelque chose dans le monde, en Turquie, en Espagne ou je ne sais où, j'appelle l'ambassade de mon pays. Dès qu'ils sont informés, ils doivent se déployer de toutes leurs forces et puissances jusqu'au président de la République, être interpellés pour me sortir de la mouise et de la merde. Parce qu'ils ont la responsabilité et l'obligation de me protéger. Donc, je ne vois pas en quoi le Bénin exagère dans sa réaction. Les faits se sont passés il y a plus de 3 jours. Donc, on a donné plus de 72 heures au Gabon d'avoir la primauté de la réaction, d'avoir la première réaction. Sauf que, oui, le Gabon a eu une réaction. Oui, le Gabon a parlé de ce qui s'est passé. Le Conseil des ministres d'hier a parlé de ce qui s'est passé à Lambaréné. Et en réponse à cela, sans aucun mot, sans aucune condamnation de ce qui s'est fait, on a déclaré et décrété l'interdiction, eh bien, d'un certain nombre d'activités, dont celle en cause. Alors que les autorités gabonaises diplomatiques ne se sont pas prononcées, alors que le ministre des Affaires étrangères, eh bien, n'a pas daigné se prononcer, alors que la présidence de la République n'a pas dit mot sur cet événement chaotique, eh bien, qui donc foule au sol le respect et la dignité de notre pays, qui nous fait passer en un pays de barbares au XXIe siècle, en 2025, qui nous fait passer en un pays non gouverné et en totale anarchie, qui nous fait passer en un pays où l'autorité n'existe guère et où l'influenceur est plus craint et plus respecté que
une autorité locale. Au titre que je suis dans mon pays. Mais ce délégué spécial, n'est-il pas lui, à son tour, dans son pays? La réponse est absolument oui. Voilà comment on expose le Gabon dans sa plus grande vulnérabilité, tout nu comme ça. L'autorité ne vaut rien. On peut brandir sa caméra, insulter l'autorité, le traiter de tous les noms, dire qu'il est corrompu, dire qu'il a reçu de l'argent des étrangers devant le monde entier. Vous savez, nous les enfants du village, nous qui avons grandi au village, on nous disait toujours que même si ton père pisse au lit, même si ton père pisse au lit, quand on installe le matelas dehors et on demande qui pisse ici, on ne va jamais dire c'est le père, le chef de famille, on va dire c'est l'enfant, ce sont les enfants. Et à l'épouse, on disait, si ton mari pisse au lit, il ne faut jamais aller le raconter à tes copines. Peu importe la confidence ou la confidentialité que vous avez dans vos rapports, jamais aller dire à tes copines des actes qui sont de nature à baisser la culotte de ton mari. Parce que dès que tu le fais, le jour où vous ne serez plus en odeur de sainteté, tout cela sera exposé. Et la première personne que cela exposera, c'est toi. Parce qu'on va te dire que ton mari pisse au lit, ton père pisse au lit. C'est pour cela que, oui, il y a des problèmes de corruption. À ce que je sache, Madame Bertille n'est pas procureure de la République. À ce que je sache, avec toute sa bande. Donc, au nom de quoi s'arroge-t-il des pouvoirs de parquet pour s'inventer des justiciers de la République au point de braver l'autorité, au point d'humilier l'autorité et d'insinuer la corruption, même si on sait qu'elle gangrène nos administrations, nos cours. Mais le faire ainsi publiquement, sans l'établissement de la moindre preuve, dans les réseaux sociaux, publiquement, c'est même une diffamation, un outrage à l'autorité, une incitation à la haine. Donc, quand le ministre des Affaires étrangères du Bénin parle de sécurité et tout ça pour ses concitoyens, il a raison. Maintenant que ça semble être autorisé de traiter les étrangers comme cela, et notamment les Béninois, on ne connaît pas le Gabonais au fond d'un quartier là-bas qui a vu cette vidéo, qui voit que le gouvernement soutient ce qui s'est fait à Lambaréné et qui peut aller dans l'extrême, avoir un comportement qui va aller jusqu'à tenter à la vie de ses compatriotes sur notre territoire. Au seul motif d'avoir un terrain, au seul motif d'avoir un bien, au seul motif d'avoir un commerce. Non, on ne fait pas comme ça. Je vous dis donc encore une fois, mon patriotisme ne signifie pas lèche-boutisme, ne signifie pas encouragement et validation de l'arbitraire. On est patriote quand on est juste. On défend les couleurs de son pays quand on est juste. Et on relève la dignité de son pays quand on est juste. Ce n'est pas dans l'arbitraire. Ce n'est pas dans la victimisation. Ici, il y a une victime, ce sont nos frères et sœurs béninois qui sont victimes. Et les autres Africains. Et là, ce sont des petits gens. Parce que on est fort qu'avec les petits. Mais les tout-puissants, que nous connaissons tous, qui sont aussi des mêmes nationalités dans ce pays, qui ont même eu des postes à responsabilité publique, on n'a jamais vu à leur égard une telle stigmatisation qui n'a pas d'égal. On n'a jamais vu ça. Donc, en lieu et place d'aller taper sur les petits pauvres là, il faut taper sur le gouvernement. Parce que si ce genre de choses se perpétuent,
le seul responsable, c'est notre gouvernement. Ce sont nos responsables politiques. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Je vous dis encore une fois, je ne vais pas perdre mon temps à essayer d'expliquer à des personnes convaincues que la barbarie est la solution, d'opter pour la raison. Vous qui venez avec des comparaisons telles que, toi tu penses que au Bénin les étrangers ont la place. Je ne connais pas le Bénin. Je n'ai jamais été au Bénin. Je n'ai jamais vécu au Bénin. Je ne sais pas ce qui s'y fait. Je connais la France. Et en France, que l'on soit étranger, que l'on soit français, on a accès au marché municipal. Tu fais la procédure comme le bon français ferait la procédure. La seule distinction avec le bon français, entre toi et le bon français, c'est que tu présentes dans ta procédure tes pièces justificatives de ton séjour, c'est-à-dire un titre de séjour. Donc, il faut que tu sois en situation de régularité, c'est tout. Mais sinon, ce sont les mêmes procédures que les autres étrangers. Tu as une activité commerciale, tu fais les enregistrements, tu remplis les formulaires, tu demandes l'autorisation de l'utilisation de l'espace public, comme tout le monde. Ça, c'est en France. Et je crois que le Bénin ne fait pas exception. Et donc, même si on dit qu'on doit prioriser, cela voudrait même traduire notre incapacité à être grand. À être grand. Tous nos quartiers sont remplis d'étrangers, boutiquiers là. C'est Maliens, Sénégalais, Ivoiriens, Tchadiens. Est-ce que vous comprenez? Nos frères et sœurs, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Quelques Camerounais. Les transports, les Camerounais, essentiellement. En fait, toute l'économie gabonaise du tertiaire là est essentiellement aux mains des étrangers. Et donc, ce n'est pas une mesure à la légère que l'on prend à coup de buzz pour venir annoncer en fin de conseil de ministres, par populisme, ils lisent les commentaires, ils vous lisent le gouvernement. Ils regardent dans quel sens vont les réactions par rapport à ce qui s'est passé à Lambaréné. Si on regarde les commentaires et qu'on voit que tout le monde semble soutenir Tata Bertie et dit que c'est bien, ils vont aller dans le même sens. Voilà le gouvernement que l'on a, qui se fait téléguider par les réseaux sociaux, par monsieur et madame tout le monde. C'est monsieur et madame tout le monde qui téléguident notre gouvernement. Est-ce que vous comprenez? C'est pas normal. Ce n'est pas sérieux. La première capacité que l'on reconnaît à un leader, c'est sa capacité à prendre des décisions. Qui est là? C'est sa capacité à prendre des décisions, parfois des décisions difficiles. Ce qui s'est fait hier, ce n'est pas une décision. C'est un acte populiste. Et cet acte populiste peut nous amener la guerre dans notre pays. Parce qu'on ne va pas bousculer avec une force de bulldozer un cocotier sans casque. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas bousculer un cocotier avec une force de bulldozer sans le casque. Les cocos là vont tomber sur nos têtes et vont nous tuer. Quand on sait qu'on est dans une situation dans notre propre pays d'une telle vulnérabilité où l'essentiel de tous les commerces est aux mains des étrangers. Parce que là, on indexe que nos frères d'Afrique. Mais le poulet que nous mangeons, qui nous nourrit? Ce sont les Libanais, non? Ce sont des Libanais, des Français pour certains. Est-ce que vous savez même de quoi vous parlez? Ou bien il faut juste aller taper sur les petits pauvres là, ou ceux qui paraissent pauvres, parce qu'ils prennent notre argent, ils envoient ça dans leur pays, construisent des maisons là-bas. Et nous-mêmes, on n'a rien. Oui,
Moi-même, j'ai toujours eu à le dénoncer, que nos frères de l'Afrique de l'Ouest ne nous aiment pas. Je connais des Sénégalais qui sont ici depuis 50 ans, qui, avec l'argent d'une boîte de sardines, un pain, qu'ils gagnent au Gabon, ont construit des châteaux au Sénégal. Mais ici au Gabon, qu'ils te montrent même un studio qu'ils ont compris, ils ont construit. C'est la même petite maison en planche dans laquelle ils vendent les sardines là, dans laquelle ils sont jusqu'aujourd'hui. Mais c'est l'État qui doit aussi organiser cela. Beaucoup ont pris la nationalité. C'est pour cela que moi, ça me choque même. On va voir là qu'on dit qu'il faut réserver les choses aux Gabonais, mais attendez, chacun va sortir sa carte d'identité nationale. Beaucoup que nous croyons étrangers, qui ne savent même pas aligner deux mots en français, ou qui ne parlent même pas nos langues. Certains parlent même le fang mieux que certains fangs. Ils ont les cartes nationales d'identité gabonaise. Ils vont les sortir. Maintenant, ce sera à quoi? Au faciès de déterminer de qui est gabonais et qui ne l'est pas. Au faciès? Non. Je trouve que nous valons mieux que cela. Donc, chers compatriotes, sachons en chaque chose raison garder. Nous nous sommes très mal comportés. Je présente, moi, en mon nom personnel, Maître Marlène Fabienne et Soleil Fontam, mes sincères excuses au peuple frère et bien du Bénin. Je vous présente mes sincères excuses en tant que Gabonaise. Je vous présente mes sincères excuses en tant que défenderesse de la dignité humaine. Je vous présente mes sincères excuses en tant que droit de l'homiste. Je vous présente mes sincères excuses en tant que militante contre l'arbitraire et l'injustice. Je vous présente mes sincères excuses en tant que panafricaine dans le vrai sens du terme. Je vous présente mes sincères excuses, eh bien, en tant que citoyenne gabonaise. Ce qui s'est passé est absolument condamnable et je le condamne. Moi, le condamne. Et j'espère, il n'est jamais trop tard, que nos autorités sauront aussi condamner ce qui s'est fait et rassurer, bien évidemment, chacune des parties prenantes de ce que le Gabon n'est ni un État xénophobe, encore moins un État anarchiste d'absolu non-droit, et que le gouvernement se dégage, bien évidemment, de toute responsabilité dans les propos tenus par ceux dits influenceurs ou activistes au nom du chef de l'État. Ce chef de l'État qui ne doit, je le dis bien, rien à personne. Il n'a pas été élu grâce à un groupuscule d'individus ou au caractère vouvouzéleur de quelqu'un. Il a été élu par des Gabonais. Et ces Gabonais, je ne pense pas qu'ils lui ont donné cette responsabilité pour se retrouver avec un président, avec des fréquentations indirectes, officieuses, avec des responsabilités d'État qui vont même jusqu'à braver l'autorité de l'État et piétiner la République. La République doit revivre au Gabon. Elle doit être de retour. C'est pour cela que je demande, en tant que Gabonaise, eh bien, de retour, ou pas de retour, eh bien, l'entrée dans la 6e République, avec une constitution reformulée, qui donc ramène le bicéphalisme à la tête de notre exécutif, c'est-à-dire un président de la République, chef de l'État, et un Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre aura la responsabilité de conduire la politique de la nation, de former un gouvernement et, bien évidemment, de travailler pour la transformation de notre pays et pour satisfaire l'intérêt général, en coordonnant, en orientant, en accompagnant solidement avec tous les vrais pouvoirs que devrait avoir un chef de gouvernement, pas les pouvoirs de façade que nous avons connus jadis, eh bien, dans notre pays. Cela fait 100 jours que ce gouvernement est en place et que le président de la République a prêté serment.
Et depuis ces 100 jours, nous ne savons pas le Gabon gouverner. Nous ne voyons pas le Gabon gouverner. Et chaque jour, un scandale. Je pense que ce mode de gouvernance à scandale, ce mode de gouvernance à anarchie peut maintenant prendre fin. On ne pourra plus, Monsieur le Président, vous juger de n'avoir pas partagé le gâteau. Vous avez bien partagé le gâteau à vos soutiens. Vous les avez remerciés, bien évidemment, de ce soutien. 100 jours passés, devenez le vrai président de la République que vous êtes censé être. Devenez un chef d'État. Devenez, bien évidemment, un responsable qui prend conscience de ce que il ne peut pas tout gérer tout seul. Quand on embrasse trop, on finit par s'engouffrer. Qui trop embrasse mal étreint. Donc, vous avez trop de responsabilités. Et au final, on ne sait plus laquelle vous exercez finalement. On ne sait plus laquelle. On a un gouvernement absolument silencieux. On vous trimballe dans le Gabon profond pour des activités que feraient des associations locales avec des autorités locales. Tout un président de la République. C'est comme si vous ne saviez pas ce que vous deviez faire. Les gens autour de vous n'ont jamais eu une quelconque conscience de ce qu'est la gestion d'un État. Ce sont des vous-vous-zéleurs pour la plupart. Des vous-vous-zéleurs qui n'ont aucune science de ce qu'est la gestion d'un État et la responsabilité que cela implique. Alors tout ce qui leur intéresse, tout ce qui les intéresse, tout ce qui leur est agréable, c'est le kounabélisme, le vous-vous-zélaïsme, vous dire que vous êtes le plus beau du monde, vous dire que vous êtes le plus intelligent, vous dire que vous êtes le plus brillant, vous dire que vous êtes le roi et Dieu. Détrompez-vous. Ils vous mentent et ils ne vous aiment pas. Et par-dessus tout, ils n'aiment pas le Gabon. Parce que quand on aime son pays, on prend le risque de se faire éjecter en disant la vérité, en maintenant la vérité et en disant non quand on demande de faire ce qui n'est pas de raison et ce qui n'est pas de droit. Le Gabon doit recouvrer sa dignité et retrouver ses lettres de noblesse. Et nous en avons assez de scandales. Chaque jour, un nouveau scandale. Ça ne peut pas continuer. Prenez vos responsabilités, Monsieur le Président. Faites-nous entrer dans la 6e République avec un retour d'un véritable exécutif, mais cette fois, non pas de façade, mais fort, avec une présidence ou un président qui existe, qui a son cahier de charges, qui représente le Gabon à l'international, qui garantisse l'essentiel et avec un premier ministre au charbon de la transformation de notre pays et qui permette à chaque Gabonais d'accéder enfin à la dignité humaine. Dignité que vous nous avez, bien évidemment, à plusieurs occasions offerte en promesse. Et aujourd'hui, je pense que les Gabonais ont trop rêvé. Et les déceptions ne font que s'accumuler. Et la seule chose qui risque d'arriver, si vous ne prenez pas vos responsabilités dès maintenant, c'est, je le dis encore une fois, je n'ai aucune information secrète quelque part. Je ne fais qu'observer les événements. Vous ne prenez pas le plus rapidement possible vos responsabilités. Vous allez vous faire éjecter et la 6e République adviendra. Mais non pas par vous, mais par un autre coup d'État. Et je ne le souhaite pas. Je déteste les coups d'État. Je n'ai pas félicité le vôtre. Je n'ai pas félicité la tentative de mon frère Kelly. Aujourd'hui, le peuple gabonais souverain a décidé de vous passer l'éponge sur ce que moi j'estime être criminel. On l'accepte, on avance parce que nous sommes en démocratie et c'est de la politique. Et c'est la politique qui a décidé que, il fallait passer par là pour enlever ceux qui hier étaient au pouvoir. Et aujourd'hui, après vous avoir excusé,
attends-moi, là. Après vous avoir excusé, eh bien, de tout ce qui a été commis et fait, aujourd'hui, les Gabonais ne sont plus prêts à accepter tout et n'importe quoi. Lisez, beaucoup n'ont pas encore le courage de s'exprimer, mais ils le font déjà dans les sogatras, dans les bars, dans les maisons, dans les familles, dans les téléphones. N'allez pas nous écouter, mais c'est déjà le cas. Et il y aura un jour où il y aura un scandale de trop, et ce scandale de trop amènera à un coup d'État. Et je vous assure, et nous ne voulons plus des situations qui constatent notre instabilité, et laquelle instabilité nous condamnera à une vulnérabilité que personne ne souhaite, en tout véritable patriotisme. Je vous remercie, je vous souhaite de vous porter très agréablement bien, vous tous, chers compatriotes, vivement que le Gabon retrouve ses lettres de noblesse et que nous ne fassions plus des sujets sérieux, des sujets à buzz sur les réseaux sociaux et que le gouvernement ne soit plus un gouvernement réactionnaire, bien évidemment, du traditionnel à l'ombeda de ce que semble penser l'opinion. Un gouvernement doit prendre le risque parfois de prendre certaines positions et certaines décisions qui vont à l'encontre de l'opinion publique. C'est en cela qu'il s'affirme. D'ailleurs que plusieurs choses ont été faites à l'encontre de la majorité de l'opinion publique. Pourquoi pour ces choses, on oblige au peuple gabonais d'accepter ce qui est décidé pour les dirigeants, par les dirigeants, et pour d'autres, on veut aller s'adosser sur le peuple pour justifier de tel ou tel acte. Ceci n'est pas de nature à affirmer de notre pleine souveraineté et à rassurer nos amis qui, naturellement, doivent toujours continuer à trouver une terre d'hospitalité dans notre Gabon. On ne va pas se développer tout seul. On a besoin de nos frères africains. On a besoin de nos amis et frères peut-être européens. On a besoin du monde entier pour construire notre pays et pour grandir. Mais il nous revient d'organiser notre maison. Il nous revient de mettre les vraies bases et il nous revient d'enfin respecter ce que nous décidons d'écrire noir sur blanc et non pas de faire semblant, bien évidemment, de gouverner un pays alors qu'on n'est que dans des coups de buzz, on est dans du pilotage à vue, on est dans des tentatives de sauver des choses pourtant que nous savons inatteignables. Alors, vive la République pour que vive le Gabon et vivement que l'apaisement revienne entre nos frères africains et nous et que nos gouvernants prennent leurs responsabilités, diplomatiquement parlant, avec les autorités béninoises. Ce communiqué, eh bien, est une interpellation publique à est-ce que vous voyez ce que vous faites à nos compatriotes? Prenez-le doucement, prenez-le non pas par une guerre pour que vous aussi vous fassiez un autre communiqué public. Prenez l'initiative d'une convocation, par exemple, de l'ambassadeur du Bénin, vous, monsieur le ministre des Affaires étrangères, ou monsieur le président, discutez-en avec et surtout, tenez un discours de responsabilité qui tienne à rassurer que les Béninois ne sont pas en danger ici et qu'on ne fait aucune chasse aux Béninois. D'ailleurs, on ne fait aucune chasse aux étrangers. Qu'il y a de vrais problèmes d'emploi et de vrais problèmes d'occupation de notre environnement économique, mais que nous devons construire, bien évidemment, en responsabilité, eh bien, ce cheminement vers la nationalisation et qu'on ne lésera aucune personne au titre de ses origines. S'il y a réappropriation à faire, eh bien, nos frères seront dédommagés justement. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Vive le Gabon, vive l'Afrique, libre, unie et que l'on aime et adore tous, pour qu'un jour elle soit comme nous le voyons chez les autres, l'Union africaine, l'Union européenne surtout, et bien toutes les autres unions. Une union forte, une communauté d'intérêt, où l'on peut se sentir bien évidemment de solidarité face à certaines situations et créer un environnement paisible pour tout le monde.
C'est de cette Afrique dont nous avons besoin demain. Et le panafricanisme, c'est justement celui-là. Pas celui que certains briment les autres, mais celui que chacun apporte sur la table, sa contribution, sa valeur, sa compétence, pour que les autres l'utilisent. Et en contrepartie, on doit savoir ce que l'on identifie chez l'autre, pour qu'ensemble, nous jouissions des fruits des enfants de Maman Africa. Arrêtons de nous tirer dessus pour rien. Vivement la paix. Je vous remercie. C'est peut-être moi qui devrais être nommé prix Nobel de la paix en lieu et place de Donald Trump. Mais pour cela, il faut demander l'avis de M. Brice-Clotaire Oligui-Nguema, ce qu'il en pense. Si je peux, à la place de Donald Trump, être prix Nobel de la paix. Allez, à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Je vous aime très fort.